Alors, bonjour tout le monde. Alors, désolé pour ces problèmes techniques. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Donc, dès que vous aurez confirmé que c'est bon, vous recevez le son, on va commencer. Très bien. Donc, on va commencer. Bismillah. Alors, la dernière fois, on avait un peu parlé de l'introduction à la microbiologie, à tout ce qui concerne les bactéries. Avant de continuer et de faire le cours de physiologie, on va un peu parler des milieux de culture qu'on utilise en bactériaux. Alors, ne vous en faites pas, vous allez les voir en détail lors des TP. Donc, la culture bactérienne a donné un essor considérable à l'étude des bactéries. Pour cela, différents milieux de culture ont été mis au point. Donc, c'est quoi un milieu de culture déjà? Alors, c'est un milieu qui apporte à une bactérie un mélange équilibré de tous les nutriments nécessaires. Ça veut dire que tout simplement, vous allez donner à une bactérie quelque chose qu'elle va pouvoir utiliser afin de se multiplier. Donc, bien sûr, tous les nutriments, etc., ils doivent être en quantité optimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont donner une croissance optimale de la bactérie. Quantité ni trop faible, sinon le milieu s'appauvrit vite et la bactérie se cultive très mal. Si vous donnez trop de nutriments dans le milieu va devenir toxique. C'est exactement le même principe qu'en, on va dire, en physiologie humaine, enfin, lorsque vous nourrissez vous. Donc la composition de milieux de culture peut varier à l'infini. Anna, j'arrête pas de dire c'est des recettes de cuisine. Vous allez voir pourquoi. Donc ça peut varier à l'infini. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans un milieu de culture. Elle est choisie en fonction du but à atteindre et des besoins requis par la bactérie. C'est pas toutes les bactéries qui vont manger la même chose. Manger, bien sûr, entre guillemets. Donc, vous allez avoir des bactéries qui n'ont pas besoin de beaucoup de nutriments, des bactéries qui ont besoin de vraiment beaucoup de nutriments, etc. Donc, la classification, on classifie les milieux de culture selon la composition, selon plusieurs critères, pardon. Premièrement, selon la composition chimique. Donc, vous avez les milieux de culture naturelle à partir d'extraits organiques, par exemple glucose, extrait de viande par macération. Quand je dis extrait de viande par macération, c'est vraiment ce qu'ils faisaient plutôt. Maintenant, on ne fait plus ça. Avant, ils mettaient de la viande à macérer pendant des jours, etc. Ils récupéraient des kilos de la viande macérée et ils l'utilisaient pour les milieux de culture. Il n'y a pas plus naturel que ça. Vous pouvez avoir du soja, les peptones pancréatiques, les trypsiques, les sources de sels minéraux, les vitamines, etc. Mais le problème des milieux naturels, c'est que tout simplement, vous n'allez pas contrôler la dose de matière que vous allez mettre. Donc, je ne peux pas avoir exactement la même composition de milieux de culture. Selon même la viande, elle va différer. La qualité des grains de soja, elle va différer. Donc, en milligrammes près, c'est pas du tout la même composition. Alors maintenant, ils se sont tournés vers ce qu'on appelle les milieux synthétiques. Ce sont des milieux qui possèdent une composition chimique bien définie. Et lorsque vous voyez la composition des milieux de culture, vous allez voir que c'est vraiment comme une recette de cuisine. C'est mettez 1 gramme de glucose, 1 gramme de je sais pas quoi, 1 gramme de d'agar-agar, etc. Donc c'est vraiment bien défini. Ils ont fait ça, bien sûr, dans le but d'homogénéiser, si vous voulez, les techniques de bactériaux partout dans le monde. C'est machine, vous allez me dire, oui, la viande, je sais pas, je dis n'importe quoi, la viande utilisée pour les milieux de culture en Algérie, elle va être plus riche en protéines par rapport à je sais pas quel pays, donc automatiquement le milieu il va différer. Non, ils ont vraiment homogénéisé les choses. Avec ça, ce sont vraiment des recettes de cuisine. La consistance. Maintenant, on distingue les milieux en trois groupes en fonction de la concentration en agar du milieu. Vous savez tous que l'agar-agar, c'est un gélifiant. D'accord? Donc, soit vous avez un milieu liquide, par exemple le bouillon nutritif, c'est un milieu de culture qui est liquide, soit solide et généralement il est présenté dans une boîte de pétri, soit vous avez à avoir un milieu semi-liquide ou bien la gélose molle et on va voir à quoi elle sert. Soit on les classifie selon l'utilisation. Donc, vous avez les milieux usuels ou de base, par exemple la géluse nutritive,
Quand je dis un milieu de base, ça veut dire que tout simplement on fait le minimum du minimum d'un milieu de culture. Vous avez aussi les milieux enrichis, par exemple les geloses au sang. Elle dit à gauche, ce qui est bien rouge, c'est la gélose au sang frais, et à droite, c'est la gélose au sang cuit. Ce qu'on appelle la gélose au sang cuit, c'est tout simplement on prend une gélose au sang frais et on la fait chauffer dans le but de faire éclater les globules rouges. Car tout simplement, les globules rouges contiennent à l'intérieur de nutriments pour des bactéries. Donc, quand vous faites éclater les globules rouges, automatiquement, le milieu utilisé va être 10 fois plus riche. Vous pouvez avoir des milieux, ce qu'on appelle des milieux sélectifs. Par exemple, je veux avoir une culture que de grammes négatifs. J'ai un prélèvement qui est polymicrobien et je veux avoir que les grammes négatifs. Donc, automatiquement, je vais utiliser un milieu qui va éliminer tout, sauf les grammes négatifs. Et c'est ce qu'on appelle les milieux sélectifs. Donc, si vous voulez, entre parenthèses, ça va sélectionner les bactéries pardon, qu'on va rechercher. Ensuite, vous allez avoir les milieux d'identification. Alors, les milieux d'identification, exemple, le TSI, son rôle, c'est de donner des informations sur la bactérie que vous avez ensemencée. On va voir ça en détail. Vous avez les milieux de conservation. Ce sont des milieux dans lesquels, comme son nom l'indique, on conserve des bactéries pendant une très longue période de temps. Et vous allez avoir aussi les milieux de transport. Les milieux de transport, ce sont des milieux dans lesquels on transporte des bactéries qui sont relativement fragiles et qui risquent de mourir si vous les transportez. Vous avez les milieux chromogènes. Alors, les milieux chromogènes, ce sont des milieux qui vont vous donner une indication sur la bactérie que vous avez isolée. Et tout simplement, ça se fait par une réaction chimique. Par exemple, vous avez plusieurs types de bactéries. Chaque bactérie va produire un métabolite particulier. Le milieu chromogène, il va se servir de ce métabolite particulier pour produire une couleur. Par exemple, vous avez le E. coli qui est rose parce qu'elle produit de l'indole. Vous avez le Pseudomonas qui est jaune, etc. Ce sont des milieux qui sont très utilisés en bactériaux parce qu'elle aide vraiment dans le diagnostic et ça vous facilite, si vous voulez, les choses pour l'identification. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que là, on va entamer, si vous voulez, le cours d'aujourd'hui, qui est la physiologie bactérienne. Alors, donc on va continuer. Alors, la physiologie bactérienne. Donc, quand je dis physiologie bactérienne, ça veut dire quoi? C'est étudier la nutrition, le métabolisme et la croissance des bactéries en fonction des variations naturelles contrôlées du milieu dans lequel elles vivent. Tout ça, ça veut dire quoi? Donc, on va étudier dans ce cours, premièrement, la nutrition bactérienne. C'est l'étude des besoins élémentaires, spécifiques et énergétiques permettant à la bactérie de se multiplier et de croître. Comme je dis ça chaque année, le but de la vie d'une bactérie, c'est tout simplement de se multiplier. C'est ça le but, c'est de se multiplier. Donc automatiquement, pour se multiplier, elle a besoin de nutriments. Donc c'est ça la nutrition bactérienne. C'est quoi les besoins d'une bactérie? Ensuite, nous avons le métabolisme bactérien. C'est l'étude de l'ensemble des mécanismes biochimiques qu'utilise la bactérie. Ça veut dire, on a donné à la bactérie les nutriments dont on a besoin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va utiliser comme métabolisme? Enfin, comment elle va les métaboliser pour avoir de l'énergie, bien sûr, pour se multiplier. Ensuite, vous avez la croissance bactérienne. On va voir c'est quoi. Donc, grand A, la nutrition bactérienne. Alors, le cours, il est un peu compliqué. Essayez de suivre et surtout essayez de le relire après. D'habitude, en présentiel et j'ai du mal à expliquer parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de détails. Donc, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Alors, besoins nutritifs des bactéries.
Pour assurer sa survie et sa croissance, une bactérie doit trouver dans son environnement les aliments nécessaires pour satisfaire ses besoins énergétiques, constitutifs et spécifiques. C'est logique. Donc, une bactérie a besoin de trois types d'éléments nutritifs. Premièrement, les besoins énergétiques. Deuxièmement, les besoins élémentaires. Et troisièmement, les besoins spécifiques. On va voir chacun. Alors, les besoins énergétiques. Ça veut dire que la bactérie, d'où elle va tirer son énergie. Elle couvre les dépenses engagées dans des processus de biosynthèse. Alors, en bactériologie générale, on va avoir différents types de bactéries qui vont tirer plutôt leur énergie de différentes réactions. Vous avez des bactéries qui tirent leur énergie de la lumière. Vous allez avoir des bactéries qui tirent leur énergie de minéraux, etc. Les bactéries en pathologie humaine, et c'est elles qui vous intéressent, ce qu'on appelle des bactéries chimio-organotrophes. C'est tout simplement, ce sont des bactéries qui tirent leur énergie à partir d'une réaction d'oxydoréduction. D'accord? Ou ils utilisent des composés minéraux ou organiques comme source d'énergie. Donc, je répète, les bactéries en pathologie humaine, ce sont des bactéries chimio-organotrophes. Ça veut dire quoi? Chimio-organo. Chimio, ça veut dire tout simplement, elles vont tirer leur énergie d'une réaction chimique à partir d'un produit minéral ou bien organique. Voilà. Deuxièmement, les besoins élémentaires. Les besoins élémentaires, ce sont les éléments nécessaires à la bactérie pour fabriquer ses constituants. Quand je dis élémentaire, ça veut dire que tout simplement, enfin d'une autre manière si vous voulez, je suis en train de dire que ce sont des besoins qui sont obligatoires pour une bactérie. Ça veut dire c'est élémentaire, elle a besoin de ça pour survivre et surtout pour se multiplier. Donc premièrement, vous avez l'eau. Comme tout être vivant, une bactérie, c'est un être vivant, donc elle a besoin d'eau, qui représente 80 à 90% du poids de son poids. Parce que, enfin, et c'est pour ça que l'eau rentre dans la composition de tout, absolument tous les milieux de culture. Même, vous avez vu précédemment, même les géloses donc, qui sont solides, on va les solidifier avec de l'agar-agar. Mais à l'origine, c'était un milieu de culture qui était liquide, ça veut dire qu'il contenait beaucoup d'eau. D'accord? C'est-à-dire que même si vous gélifiez, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'éliminer l'eau. L'eau est toujours présente, mais à l'état gélifié. Voilà. Et la bactérie, elle en a absolument besoin. D'ailleurs, des fois, on oublie des milieux de culture à l'air libre et ils se dessèchent, automatiquement, les bactéries, elles survivront pas dans le milieu. Deuxièmement, les ions minéraux. Ils ont un rôle dans l'équilibre physico-chimique et celui des coenzymes. Certains doivent être apportés en quantité importante, par exemple le phosphate, le sulfate, les chlorures, le calcium, etc. Et d'autres minéraux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc et le manganèse. Si vous voulez, c'est exactement comme chez les êtres humains. Vous avez certains ions minéraux dont vous en avez vraiment beaucoup besoin et d'autres, si vous en prenez beaucoup trop, par exemple le cuivre, vous allez avoir une pathologie qui va se présenter. C'est la même chose pour une bactérie. Troisièmement, la source de carbone. C'est l'un des éléments les plus abondants dans une bactérie. Son apport doit être extrêmement important. La source de carbone classique pour une bactérie, c'est tout simplement les molécules de glucose. D'accord? Enfin, ou n'importe quel sucre, mais on va voir ça, mais c'est surtout le glucose. Quatrièmement, la source d'azote. L'azote entre dans la composition des protéines et donc il est indispensable. Il peut être fixé par la bactérie sous plusieurs formes, soit sous forme moléculaire, soit sous forme de composés inorganiques, soit sous forme de composés organiques. Alors, nous avons vu les besoins énergétiques, les besoins élémentaires. Maintenant, nous allons voir, pardon, les besoins spécifiques. Donc, c'est ce qu'on appelle les facteurs de croissance. L'apport de composés appelés facteurs de croissance dans les milieux de culture est indispensable à la croissance des bactéries qu'on appelle auxotrophes. Ça veut dire quoi? Que toutes les bactéries, elles ont besoin de milieux de culture de base qui contiennent des éléments élémentaires. Mais vous avez certaines bactéries qui vont avoir besoin, pardon, de facteurs de croissance. Ce sont les bactéries auxotrophes.
qui, si ce facteur de croissance n'était pas rajouté au milieu de culture, elles ne vont absolument pas pousser. D'un autre côté, vous allez avoir des bactéries qui sont prototrophes, qui sont capables de synthétiser tous les constituants sans apport extérieur en facteurs de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bactéries prototrophes, elles n'ont besoin que des besoins, enfin, des éléments élémentaires. Ça veut dire de l'eau, des sources de carbone, etc. Rien de particulier. C'est, si vous voulez, moi, ce que j'appelle, enfin, par exemple, moi, E. coli ou Staph aureus, ce sont des bactéries qui peuvent pousser n'importe où, au vrai sens du terme. Mais vraiment, vous allez les retrouver vraiment n'importe où. Elles ont besoin à peine de quelques éléments nutritifs pour se multiplier. Alors que d'autres bactéries, on va voir, elles sont très difficiles à cultiver parce qu'elles vont avoir besoin de facteurs de croissance. Alors, c'est quoi les facteurs de croissance? Elles vont vraiment varier selon les espèces bactériennes. Il peut s'agir soit d'acides aminés, de bases périodiques ou pyrimidiques, ou bien de vitamines. Ils présentent des caractères communs, ils sont actifs à concentration infime et ils sont étroitement spécifiques. Ça veut dire quoi étroitement spécifique? Ça veut dire que chaque bactérie auxotrophe, pardon, elle va préférer tel ou tel facteur de croissance. Ça ne veut pas dire que les bactéries ont les mêmes facteurs de croissance et elles vont pousser. Non. Vous allez avoir des bactéries qui ont une préférence pour ça, d'autres bactéries pour autre chose. L'exemple classique, E. coli, bactérie prototrophe, n'exige aucun facteur de croissance. Elle se multiplie sur milieu minimum, mais vraiment minimum. Vous pouvez lui mettre de l'eau et du sucre, elle va pousser. Alors que d'un autre côté, l'Haemophilus influenzae est une bactérie qui est auxotrophe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut pas cultiver sur un milieu minimum, car il lui manque dans son système enzymatique les enzymes nécessaires à la synthèse du facteur 5 et du facteur 10 qu'on va retrouver par exemple, dans le sang. Et c'est pour ça que l'Haemophilus influenzae, il a absolument besoin de sang dans son milieu de culture pour pouvoir pousser. Troisièmement, la croissance bactérienne. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Très bien. Je vérifie que vous êtes toujours en train de m'entendre. Alors, la croissance bactérienne, définition. Lorsqu'une bactérie est placée dans un milieu de culture convenable, elle va pouvoir assurer ses biosynthèses. C'est bon, on a pris une bactérie, on lui a donné tout ce qu'elle veut. Si c'est une bactérie prototrophe, on lui a donné son milieu minimum. Si c'est une bactérie auxotrophe, on lui a donné quand même les facteurs de croissance qu'elle veut. C'est bon. Maintenant, elle va devoir se multiplier. Donc, la croissance bactérienne correspond à l'accroissement de la masse cellulaire suite à une multiplication bactérienne. Le temps de génération, c'est le temps nécessaire à une bactérie pour dédoubler son nombre. Si vous vous rappelez le premier cours, je vous avais dit que contrairement aux cellules eucaryotes, les cellules prokaryotes, pour se multiplier, elles vont pas elles vont pas faire une mitose ou une méiose, elles vont se multiplier par sessiparité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une bactérie mère, elle va donner deux bactéries filles. C'est ça, dédoubler son nombre. Alors, quel est le temps nécessaire pour une bactérie pour se dédoubler? Le temps de génération, il va vraiment varier d'une bactérie à une autre. Par exemple, E. coli, elle n'a besoin que de 20 minutes pour se multiplier. Alors que d'un autre côté, Mycobacterium tuberculosis, elle a besoin de presque 20 heures pour se multiplier. Donc déjà ça va vous donner une idée sur les infections, ce qu'on appelle une infection aiguë et une infection, enfin qui va apparaître très rapidement, et une infection chronique, si vous voulez, qui va mettre beaucoup de temps pour apparaître. Par exemple, E. coli, elle est responsable surtout d'infections urinaires. L'infection urinaire, elle apparaît du jour au lendemain. Une personne, elle peut absolument rien avoir. Enfin, après une nuit de sommeil, le matin, elle va se réveiller avec une infection urinaire. Tout simplement parce que E. coli se multiplie chaque 20 minutes. Ça veut dire qu'une nuit lui a largement suffi pour causer une infection urinaire.
Alors que dans le cas du Mycobacterium tuberculosis, une, pour se multiplier dans un poumon, la tuberculose, pour qu'elle apparaît, elle va mettre des mois pour qu'apparaît une infection. C'est-à-dire qu'une tuberculose, impossible. Vous me dites hier, la personne, elle avait rien, ou elle s'est réveillée le lendemain avec une tuberculose. Ça ne marche pas comme ça, parce que tout simplement, le temps de génération d'une bactérie, il est extrêmement long. Elle va mettre 20 heures pour se multiplier. Alors, les conditions physico-chimiques de la croissance. Premièrement, la température. Donc, selon leur comportement vis-à-vis de la température, on distingue premièrement les bactéries mésophiles, dont la température optimale, et je vais insister sur la température optimale. Une température optimale, ça ne veut pas dire que la bactérie, elle va se multiplier contre 20 et 40. Bon, dans le cas, tu as les bactéries mésophiles. Ça ne veut absolument pas dire ça. La température optimale, ça veut dire que tout simplement, entre 20 et 40 degrés, c'est la température parfaite pour une bactérie. Pour se multiplier, par exemple, E. coli, elle va mettre 20 minutes pour se multiplier entre 20 à 40 degrés. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se multiplier à 15 degrés et ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se multiplier à 45. D'accord? C'est juste que elle va mettre son temps de génération va être optimal entre 20 et 40 degrés. D'accord? Donc, on retrouve dans ce groupe la majorité des bactéries de l'environnement et surtout d'intérêt médical. Parce que, on est bien d'accord, une bactérie mésophile entre 20 et 40 degrés, elle va choisir quoi comme milieu de culture, entre guillemets, parfait pour elle, qui est à 37 degrés. Tout simplement le corps humain. Donc, le corps humain qui est à 37 degrés stable, c'est un milieu de culture, et j'appelle vraiment ça un milieu de culture, parfait pour une bactérie mésophile. Et c'est l'environnement parfait pour elle. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a du nutriment, il y a de l'oxygène pour ceux qui ont besoin d'oxygène, il n'y a pas d'oxygène pour ceux qui n'ont pas besoin d'oxygène, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir les bactéries thermophiles. Ce sont les bactéries dont la température optimale est de 40 degrés. Donc, ce sont des bactéries qu'on retrouve surtout dans les sources thermales. Généralement, elles ne sont pas responsables de pathologies humaines. Troisièmement, les bactéries psychrophiles, dont la température optimale est située entre 4 et 20 degrés. Donc, ces bactéries peuvent contaminer les produits alimentaires conservés au réfrigérateur. Donc, encore une fois, on a dit température optimale située entre 4 et 20 degrés. Je prends l'exemple classique, c'est la listeria. Donc, la listeria, c'est une bactérie qui est responsable de pathologies humaines, mais qui est une bactérie psychrophile. Ça veut dire tout simplement qu'elle se multiplie très, très, très bien au réfrigérateur. Parce qu'on est bien d'accord, le frigo, c'est entre 4 et, bon, au maximum, c'est 7 degrés, mais c'est 4 degrés, c'est son milieu de prédilection, pardon, pour la listeria. Donc, si vous voulez, vous croyez que vous êtes en train de conserver des aliments dans le frigo, alors qu'en réalité, vous êtes en train de l'incuber, la listeria, dans un frigo. Et c'est ça ce qui cause, généralement, elle cause des gastro-entérites, d'accord? Et elle peut causer aussi, et surtout, le problème, c'est les infections materno-fœtales chez la femme enceinte. Et c'est pour ça qu'on vous dit, enfin, les aliments dans le frigo, ils ont un temps de conservation limité. C'est pas parce que vous l'avez mis au frigo que ça peut rester un mois. Bien, on est bien d'accord. Ensuite, vous allez avoir les bactéries cryophiles. Ce sont des bactéries qui vivent à moins de 4 degrés. Ce sont des bactéries des eaux de mer et des glaces. Vous n'allez jamais retrouver ça en pathologie humaine. Deuxièmement, le pH. La plupart des bactéries se développent de préférence dans des milieux neutres ou légèrement alcalins. Néanmoins, vous allez avoir certaines espèces pathogènes, telles que le Vibrio cholerae, pardon, qui cultive mieux au milieu nettement alcalin. D'accord? Le choléra se cultive sur des milieux qui sont basiques. Et à l'opposé, vous pouvez avoir des bactéries comme le lactobacillus. Le lactobacillus, c'est une bactérie, comme son nom l'indique, lactobacille, tout simplement qui va produire de l'acide lactique, qui va acidifier son milieu de culture. Et le lactobacille, c'est la bactérie. Elle n'est pas responsable de pathologie humaine. Elle se trouve à l'état normal au niveau de la flore vaginale normale chez la femme. Et tout simplement, le rôle de ce lactobacille dans la flore vaginale de la femme, ce qu'on appelle la flore de Doederlein,
C'est une bactérie qui va produire de l'acide lactique, donc acidifier son milieu. Et les autres bactéries, si vous voulez, pathogènes, ne vont pas pouvoir se multiplier à pH acide, parce que tout simplement, on a dit, la plupart des bactéries se développent dans des milieux neutres. D'accord? Donc, hada le lactobacille, tout simplement, il protège la femme contre les infections génitales, lorsqu'il est présent, bien sûr. Généralement, c'est la flore normale. Lorsqu'il est absent, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez compris? Ok. Alors, troisièmement, la pression osmotique. D'une façon générale, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure à la flore, on a un cours complet sur la flore normale chez l'homme. Donc, on va voir chaque flore, بوحدها, vous allez comprendre mieux. Troisièmement, la pression osmotique. Donc, d'une façon générale, les bactéries sont assez tolérantes vis-à-vis des variations de concentration ionique. Tout simplement, si vous vous rappelez le cours de la dernière fois, c'est grâce à la paroi, qui est une membrane qui est rigide, qui va protéger les bactéries contre les concentrations, enfin, les pressions osmotiques. La protection contre les chocs osmotiques, voilà, est assurée par la paroi. Certaines espèces bactériennes dites halophiles tolèrent plus que d'autres de fortes concentrations salines. Par exemple, le staphylocoque tolère une forte concentration de chlorure de sodium. Ce caractère est utilisé pour sélectionner cette bactérie sur un milieu sélectif. Vous allez avoir certaines bactéries, je prends aussi l'exemple de Vibrio cholerae, qui peuvent très bien survivre de l'eau de mer. Vous vous rappelez, ça fait 2 ans, ils en avaient parlé. Enfin, se conserve très très bien dans de l'eau de mer qui est extrêmement saline. Il y a que je vous apprends rien. Donc vous avez certaines bactéries qui ont cette propriété. Et vous avez encore plus fort, c'est certaines bactéries qui peuvent se multiplier avec une très forte concentration de sel. Par exemple, le staphylocoque. Et ça, les informations, ça va nous servir à quoi? À tout simplement à pouvoir isoler une bactérie, à pouvoir identifier une bactérie. Par exemple, là, je veux isoler un staphylocoque, un prélèvement qui contient beaucoup de bactéries. Qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est une bactérie halophile. Donc, automatiquement, le milieu de culture terrestre, je vais lui rajouter beaucoup de sel. Automatiquement aussi, toutes les autres bactéries qui ne sont pas halophiles ne vont pas pouvoir se multiplier, elles ne vont pas pousser, alors que le staphylocoque qui tolère de la forte concentration en, en un ACL, ça va se multiplier et il va pousser. Voilà. Quatrièmement, la pression partielle d'oxygène. Alors, selon leur comportement à l'écart de l'oxygène, les bactéries sont classées en 4 catégories. Vous avez premièrement les bactéries aérobies. Comme son nom l'indique, ce sont des bactéries qui ont absolument besoin d'oxygène. Quand je dis strict, ça veut dire que c'est obligatoire. Elles ne peuvent pas vivre qu'en présence d'oxygène, de l'air tolérant, enfin ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont besoin de l'air ambiant, enfin, parce que l'air ambiant, on est bien d'accord, il est riche en oxygène, et pas en absence, impossible. Et vous allez avoir par exemple le Mycobacterium tuberculosis ou le Pseudomonas aeruginosa. Mycobacterium tuberculosis, il est responsable de quoi? D'infection pulmonaire, parce que tout simplement, il adore l'oxygène. Voilà. Vous avez aussi les bactéries micro-aérophiles qui se développent sous une pression d'oxygène réduite inférieure à celle de l'air, mais qui ont quand même besoin d'oxygène. D'accord? Par exemple, le Campylobacter ou encore l'Helicobacter pylori qui est responsable d'ulcères. Troisièmement, vous avez les bactéries anaérobies strictes. Alors là, ça va être le contraire. Ce sont des bactéries pour lesquelles l'oxygène est toxique. D'accord? C'est-à-dire tout simplement, elles sont, entre guillemets, allergiques aux molécules d'oxygène. Elles ne peuvent pas survivre en présence d'oxygène. D'accord? Par exemple, le bacille tétanique qui est responsable du tétanos, ou bien le bacille botulique qui est responsable de botulisme, etc. Si vous vous rappelez, on avait dit la dernière fois que les deux types de bactéries, et en général toutes les bactéries anaérobies, elles arrivent à survivre dans le milieu extérieur grâce à la production d'une spore qui va les protéger de l'oxygène.
Et la spore, lorsqu'elle rentre dans un milieu qui est anaérobie et qui est riche en nutriments, elle va pouvoir sporuler et donner une bactérie. Voilà. Ensuite, vous avez les bactéries que j'appelle un peu je m'en foutiste, qui sont anaérobies facultatives. Ça veut dire vous pouvez lui mettre de l'oxygène, pas d'oxygène, tout ce que vous voulez, micro-aérophilie, anaérobie, tout ce que vous voulez, elle va se multiplier et bouffer et survivre. Voilà. Donc, tout simplement, ça veut dire quoi, Hadi? Ça veut dire que leur richesse enzymatique leur permet d'utiliser l'oxygène de l'air comme accepteur d'électrons. On va voir ça. On va voir ce que ça veut dire. Alors, généralement, quand je dis bactéries anaérobies facultatives, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, ce sont des bactéries qui sont un peu dangereuses parce que tout simplement, elles peuvent se multiplier n'importe où. Voilà, il n'y a rien qui va les inhiber. Troisièmement, cinétique de la croissance. Alors, l'étude de la croissance bactérienne dans le temps ou cinétique de la croissance peut être représentée sur un graphique en portant en ordonnée les valeurs des logs de la DO du milieu de culture et en abscisse le temps. Alors, grand A, croissance bactérienne au milieu de culture liquide non renouvelée avec un seul substrat énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre ma bactérie dans un milieu de culture qui est liquide, parce que tout simplement, une bactérie se multiplie plus facilement dans un milieu liquide que dans un milieu solide. Non renouvelé, ça veut dire que je vais mettre du nutriment une seule fois avec un seul substrat énergétique. Je vais choisir un seul substrat pour la bactérie, soit du glucose, soit de lactose, mais en tous les cas, je vais mettre une seule chose et ne pas renouveler. Alors, si j'étudie la cinétique de cette bactérie, comment elle va réagir au cours du temps, je vais avoir la courbe. Donc, premièrement, ce qu'on a complètement à gauche, c'est la phase de latence. Alors, c'est quoi la phase de latence? C'est tout simplement, vous avez pris une bactérie, vous l'avez mis en contact avec une source énergétique, une source nutritive lambda. On va dire, je vais la mettre en présence de glucose. Alors, la bactérie au début, c'est pas تحط لها le glucose, elle va commencer à le dégrader et à l'utiliser, à produire de l'énergie, à se multiplier. Non, elle a besoin de cette phase de latence tout simplement pour étudier ce que vous lui avez donné. Donc, elle va voir avec le glucose, elle va se dire est-ce que j'ai besoin de tel ou tel enzyme pour le dégrader, ou bien attaquer direct, ou qu'est-ce que je fais. Donc, la phase de latence, elle va se traduire comment? C'est tout simplement par la phase de temps où il n'y a pas de multiplication de la bactérie. Elle est encore en train de l'étudier. Si elle a besoin, par exemple, si je mets je sais pas, un sucre complexe qui a besoin d'être dégradé, donc automatiquement, elle va voir le sucre complexe, elle va se dire, j'ai besoin de tel ou tel enzyme pour le dégrader, donc elle a besoin de temps pour produire هذيك l'enzyme. Ensuite, elle va le dégrader, elle va l'utiliser et se multiplier. Donc c'est ça la phase de latence. Ensuite, vous avez la phase exponentielle. C'est quoi la phase exponentielle? C'est tout simplement ça. La bactérie, elle a pris avec le sucre, elle l'a dégradé, elle a pris l'énergie qu'elle en a tirée et elle va commencer à bosser. Ça veut dire quoi, commencer à bosser? C'est tout simplement à se multiplier. Et c'est ça, la courbe, ça veut dire qu'il y a une augmentation du nombre de bactéries. C'est une phase exponentielle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la phase stationnaire. C'est tout simplement le milieu de culture, on avait dit qu'on ne va pas le renouveler. La phase stationnaire, ça veut dire que le nutriment, le produit que vous lui avez mis, commence, ça y est, elle l'a utilisé on va dire à 80%. Donc automatiquement, la multiplication, elle va diminuer. Vous allez avoir la phase stationnaire. Ensuite, la phase de mortalité, ou ce qu'on appelle la phase de déclin, c'est il n'y a plus aucun élément nutritif. Une bactérie, bien sûr, à un moment donné, elle va mourir, parce que c'est un être vivant, donc à un moment donné, s'il n'y a pas d'éléments nutritifs, etc., elle va mourir. Donc vous allez avoir une diminution du nombre de bactéries à la fin. Ouais. C'est ça ce qu'on appelle la courbe de croissance d'une bactérie. Deuxièmement, la croissance continue. Alors, c'est quoi la croissance continue? C'est tout simplement, déjà, est-ce que ça me sert à quoi comme هادشي?
Vous savez très bien que la bactério, vous n'avez pas que la bactério humaine, pardon. On a aussi ce qu'on appelle la bactériologie dans le domaine médical, enfin, en industrie médicamenteuse. Vous allez avoir surtout en industrie agroalimentaire. Donc, je prends l'exemple classique, c'est la production de fromage ou bien de yaourt. Ou là, j'ai une usine qui est en train de produire du yaourt. Elle a besoin de bactéries qui sont fermentaires. La bactérie qui est utilisée dans les yaourts, c'est le lactobacillus, parce que comme on avait dit, elle produit de l'acide lactique à partir enfin, elle fermente quoi? Le glucose en acide lactique. Bref. Donc, Anna, j'ai besoin de l'industrie. Elle a besoin de quantité de bactéries en continu. ماشي نهار elle a besoin de chouïa ou la rota ou la non. Elle a besoin d'avoir des quantités de bactéries dans son usine en continu. Ça veut dire qu'elle va faire quoi? Elle va tout simplement, elle va cultiver de la bactérie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est tout simplement, elle va utiliser la courbe de croissance, sauf que ça fait le par exemple, je prends le lactobacillus, je lui mets du glucose. Donc, tout simple. Au début, j'ai la phase de latence, c'est bon. Il a étudié le glucose, il va l'utiliser, il a commencé à l'utiliser, vous allez avoir la phase exponentielle. Sauf que l'usine, ça ne l'arrange pas d'avoir une phase stationnaire et une mort de la cellule comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle va faire? À la fin de la phase exponentielle, elle va rajouter des éléments nutritifs dans le milieu de culture en continu. Ça veut dire que cette bactérie ne va jamais arrêter de se multiplier. Il n'y aura jamais de phase stationnaire, il n'y aura pas de phase de déclin et de mort cellulaire. La bactérie, tant que vous lui donnez des éléments nutritifs, elle va se multiplier. Donc, elle l'usine pour avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des bactéries pour son industrie. Elle va cultiver en continu